Monsieur l'ambassadeur, Philippe Gustin, vous êtes en Roumanie depuis maintenant 6 mois, 7 mois? Non, 7 mois et une semaine. Voilà, 7 mois et une semaine. En fait, ces derniers jours, depuis le début de l'automne, vous n'arrêtez pas d'être en déplacement. Vous étiez allé, j'avais compté, à Orad, à Timișoara, à Craiova, Buzău sont parmi les villes que vous avez visitées récemment. On dit, monsieur l'ambassadeur, qu'il y a deux Roumanies. Il y a Bucarest et la Roumanie qui n'est pas Bucarest. Quelle est votre sensation après toute cette visite? On peut dire la même chose de la France. Il y a plusieurs France, il y a plusieurs Roumanies. Mais c'est vrai que je suis d'abord toujours agréablement surpris de l'ambiance que je rencontre en dehors de Bucarest, où c'est vrai que les sujets politiques priment sur le reste. Je rencontre des élus locaux, des partenaires au niveau local qui sont très impliqués dans leur vie locale. C'est-à-dire concrètement... j'ai l'impression que Bucarest, pour eux, est un peu loin et que ce qui les préoccupe, c'est avant tout ce qui leur profite à eux, c'est-à-dire leur développement. Donc en gros, ce qui se passe à Bucarest intéresse plutôt les gens de Bucarest. J'ai l'impression. En parlant de la relation franco-roumaine, il y a eu cette visite il y a quelques semaines de deux ministres français. Vous vous intéressez beaucoup, vous aussi en tant qu'ambassadeur, aux communautés roms. J'ai vu parmi les visites qu'on mentionnait tout à l'heure. Des officiels roumains remarquent toutefois que cette question occupe un peu trop peut-être l'agenda bilatéral et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de place, mais qu'il y a d'autres événements, d'autres actions qui sont moins visibles à cause de cela. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'avant tout, il faut déplacer ce sujet d'un agenda bilatéral vers un agenda européen. Avec aussi, et c'est ça qu'a permis, je crois, la visite des ministres Valls et Cazeneuve, en premier lieu, une appropriation, et je reprends les termes employés par le Premier ministre, une Roumanie qui ne se dérobe pas au sujet. Et donc, vous avez raison, il faut naturellement traiter ce sujet, qui est un sujet complexe, encore une fois, qu'il faut traiter avec énormément d'humilité et qui prendra un certain temps et un temps certain, mais il faut vraiment travailler ce sujet avec les autorités roumaines, et c'est ce que nous faisons, et dans un contexte qui soit plus européen, et c'est ce que nous essayons de faire avec le petit groupe des ambassadeurs européens, auxquels nous avons rajouté quelques ambassadeurs amis pour traiter ce sujet. Et quand est-ce que vous pensez que les premières actions concrètes vont avoir lieu ? Elles ont lieu. Oui. Elles ont lieu. Encore une fois, il ne faut pas croire qu'on a découvert la problématique rome là aujourd'hui. C'est d'ailleurs le sujet. On n'en parlera plus quand le problème sera résolu. Or, ce problème-là, il s'appuie sur des évolutions d'abord de mentalité. Sur comment est-ce que la communauté rome d'abord se sent roumaine, comment est-ce que la communauté non rome, c'est-à-dire la majorité de Roumanie, accepte sur son territoire cette minorité après des siècles. Voilà, donc toutes ces questions-là sont naturellement très lentes à régler, mais des actions concrètes existent déjà, et vous l'avez dit, moi je profite de chacun des déplacements en province pour voir des actions, souvent menées par des collectivités locales, parce que ce sont les élus qui localement sont confrontés à certaines difficultés, et donc il y a des choses qui se font, et il faut naturellement, et c'est un sujet extrêmement important de nos préoccupations, communiquer sur ce qui se fait et qui marche. Toujours à propos des Roms, une question très précise. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, avait dit que la France allait réfléchir quant à la suppression ou non du pécule de 300 € que la France offre pour le retour des Roumains qui viennent de France. Où en est-il de ce débat ? La réflexion se poursuit. La suppression, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Manuel Valls a eu la confirmation en venant ici en Roumanie par... on va dire quasiment l'intégralité, j'étais avec lui, j'ai pu le constater, l'intégralité des interlocuteurs qu'il a eu ici en Roumanie, que cette aide au retour humanitaire avait des effets extrêmement pervers, c'est-à-dire était plutôt une incitation à faire des allers-retours entre la France et la Roumanie, qui ne servait pas obligatoirement la résolution de la question des Roms entre la France et la Roumanie.
Parlons un peu sortons du cadre de cette problématique et parlons d'autres choses dans la relation bilatérale. Il y a un partenariat stratégique signé entre la France et la Roumanie il y a 4 ans. Un partenariat qui, même selon le président Băsescu, n'a pas atteint, et je reprends sa formule, n'a pas atteint ses paramètres fonctionnels. Que comptez-vous faire ? Alors, nous faisons déjà, là aussi. Oui. Je pense que ce partenariat stratégique, le document tel qu'il a été signé par les 2 présidents en février 2008, s'est voulu embrassant le plus largement possible toutes les problématiques des relations bilatérales entre la France et la Roumanie. C'est un document qui a plus de 4 ans maintenant aujourd'hui, qui est extrêmement dense. Et ce que j'ai proposé à nos partenaires roumains, qui ont accepté d'ailleurs l'exercice, c'est que, il y a naturellement des choses qui ont évolué en 4 ans, les temps changent, donc il faut faire un toilettage. 2, il faut garder la philosophie générale de l'accord et du partenariat stratégique entre les 2 pays, et donc cette philosophie, elle restera. Mais 3, et c'est le travail que nous faisons actuellement dans un échange bilatéral, il faut retoiletter l'ensemble, et puis se fixer des objectifs très clairs en termes de moyens et de temps pour des actions sur lesquelles nous souhaitons mettre particulièrement l'accent. Et ça doit donner lieu à la fin à un document qui doit, à mon sens, pas dépasser 2 pages, contrairement aux 18 ou 20 pages du partenariat stratégique, avec naturellement des clauses de revoyure pour s'assurer que les choses ont bien été faites. Donc aujourd'hui, la France, par mon intermédiaire, a proposé aux autorités roumaines un document qui fait justement une grosse page 3/4 et les autorités roumaines sont en train de l'analyser pour que nous ayons un retour et j'espère une finalisation très, très prochaine. Très prochaine, ça veut dire... Il faut qu'avant la fin de cette année 2012, mais je crois qu'on l'aura fini avant, parce qu'on est à peu près d'accord sur les différents items qui ont été retenus. Et encore une fois, je souhaite avoir un document extrêmement opérationnel et sortir des grandes déclarations, je reprends les termes de certains hommes politiques roumains, entre la France et la Roumanie, des déclarations d'amour, il y en a en permanence. Et c'est bien parce que nous nous aimons, mais il faut aussi de temps en temps passer à l'action. Et donc, ces partenariats stratégiques, ça doit se traduire par des actions. Mais attention, ne jetons pas non plus le bébé avec l'eau du bain. Parce que si on regarde ce partenariat stratégique tel qu'il a été signé en 2008, il y a une foultitude, il est tellement dense, il y a une foultitude d'actions qui se mènent au quotidien et qui poursuivent leur vie sans aucun souci. On ne communique peut-être pas suffisamment dessus, j'en suis d'accord. Et quels sont ces domaines prioritaires auxquels vous voulez vous attacher ? Alors, ils reprennent ces domaines à peu près les priorités que je me suis données dans mon plan d'action pour les 3 ans à venir. La première priorité, c'est naturellement le développement économique. Et dans ce développement économique, il y a des secteurs que je privilégie, le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, de la santé, des industries de défense, qui est aussi un sujet d'actualité en Roumanie, confère le CSAT de la semaine dernière. Il y a naturellement notre politique culturelle, éducative, universitaire qu'il faut vraiment rebooster dans un cadre aussi francophone. Ça, c'est aussi une deuxième priorité. Et puis, tout ça, et c'est peut-être le chapeau, doit s'inscrire aussi en parfaite articulation avec la politique multilatérale et européenne que l'on peut mener sur des secteurs que sont l'entrée de la Roumanie dans Schengen, sur le MCV, etc. Donc voilà, on a un cadre qui est quand même bien orienté et dont on peut aussi très très vite, je le rappelle, le caractère opérationnel, ça doit nous conduire à mener des actions dont on peut avoir très vite les effets. Justement, vous avez parlé, monsieur l'ambassadeur, de l'économie et c'est l'une de vos priorités. Et de l'avis des observateurs, l'actuel gouvernement roumain est bien plus ouvert à la relation économique avec la France. D'ailleurs, lors de la fête que vous avez organisée pour le 14 juillet, le Premier ministre Victor Ponta a parlé des grands projets franco-roumains qui ont été interrompus, des projets qu'il voudrait recommencer, comme dans le domaine de l'énergie. Est-ce que vous avez évolué un peu ? Est-ce que vous savez un peu quels sont les points précis ?
Oui, enfin les domaines, je les ai. Oui, les domaines, vous les avez écoutés, mais un peu plus. Je pense qu'il y a eu. Alors, sur le domaine de l'énergie, puisque vous m'interrogez là-dessus, nous avons d'abord un groupe de travail de techniciens qui doit reprendre la copie, parce que les choses ont quand même là aussi beaucoup évolué, à la fois après les découvertes de gaz en mer Noire, à travers aussi l'évolution du nucléaire. Hein. Regardez, depuis 2008, je pense qu'il s'est passé 2 ou 3 petites choses du style Fukushima qui ont quand même rebattu un petit peu les cartes sur l'énergie nucléaire. Donc ça doit faire partie d'un travail de réflexion. Et puis derrière, il y a de l'action. Hein. J'étais la semaine dernière à Ploiești, je vous ai oublié ça dans la liste, Ploiești, et j'ai visité l'usine d'Alkia, et donc je vois tous les progrès qui peuvent être faits pour rendre, c'est ça quand même l'objectif, en bout de course, une énergie moins chère, plus respectueuse de l'environnement pour le consommateur. Donc voilà, ce sont des choses là aussi très concrètes qui peuvent évoluer dans le secteur de l'énergie. Et je pourrais transposer la même chose dans le secteur des infrastructures, où là, je le vois bien au cours de mes déplacements en Roumanie, se déplacer en Roumanie reste quand même assez compliqué et peut être un frein au développement économique. J'étais à Craiova avant-hier, je ne vois plus les jours passer. Enfin, mardi, merci de suivre mieux mon agenda. Craiova a un fort potentiel d'abord industriel, hein, par construction, par héritage, n'est pas très loin géographiquement de Bucarest. Il faut quand même 2h50 pour aller à Craiova. Et le développement de la Roumanie ne peut pas se faire uniquement autour de Bucarest. Donc il y a encore, je crois, de la place. Et donc la question clé, et je l'ai dit aux élus, et je pense qu'ils partageaient ça, c'est vraiment qu'il y ait des infrastructures de transport, qu'elles soient autoroutières, ferroviaires, qui permettent de désenclaver certaines régions de Roumanie. Voilà, parce que la Roumanie est en pleine procédure de privatisation, entre autres des infrastructures aussi, on le voit avec Ceferemarf, bon, ça a été un peu retardé, mais ça va continuer. Tarom, il y a dans le domaine du gaz. Est-ce que parmi les exemples que j'ai cités, il y a quelques-uns qui sont intéressants pour des compagnies françaises ? Sans doute. Sans doute. Justement, à propos des privatisations, comment vous avez perçu cet épisode pendant ces 2 dernières semaines avec la privatisation d'Holcim ? Comment l'ambassadeur de France a vu, j'imagine que vous avez regardé la télé comme nous, comment vous avez vu ça ? J'ai suivi ça avec énormément d'intérêt parce que je pense que il fallait faire beaucoup de progrès en roumain. C'est ce que j'ai fait grâce à cette affaire pour essayer de décrypter les tenants et les aboutissants et puis quelque part se poser la question de savoir en bout de course à qui profite toute cette histoire. Moi, sûrement pas en tout cas à l'économie roumaine, puisque en bout de course, le problème de la privatisation d'Holcim reste entier à ce stade. C'est ça qui me reste en tout cas en bout de course de cette aventure. Oui, quand on voit un Premier ministre qui parle d'un cirque... Je lui laisse la responsabilité de ses propos, naturellement. Mais c'est vrai que c'était difficilement compréhensible pour un observateur étranger non initié. Voilà, j'essaie d'être diplomate, vous voyez, de temps en temps, non initié aux pratiques en vigueur ici en Roumanie. Monsieur l'ambassadeur, l'absorption des fonds européens, je pense qu'on peut le dire, est un drame. 6 ans après son adhésion, la Roumanie n'a englouti que moins de 10% des fonds qui lui sont destinés. Et en plus, il y a des problèmes dans la quasi-totalité des problèmes de programmes, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le pays pourrait être obligé à rembourser une partie de cette petite somme qu'il a obtenue déjà. D'après vous, quelle est la solution ? Je pense d'abord, revenons 3 secondes au constat avant de parler de solutions. Le constat et le drame, c'est que dans une conjoncture aujourd'hui européenne qui est vraiment très, très, très tendue, j'estime que les fonds européens étaient pour la Roumanie un des carburants nécessaires à la croissance. On revient au sujet que j'évoquais tout à l'heure sur les infrastructures et compagnie, parce que ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, et puis c'est un capital croissance en devenir. Bon, je
pense qu'il y a eu vraiment des erreurs qui ont été faites, mais très en amont. Et je suis d'ailleurs très intéressé de voir qu'aujourd'hui, ce constat, il est partagé aussi par le FMI ou par la Banque mondiale, c'est que on aurait dû accompagner encore mieux la Roumanie après son entrée dans l'Union européenne, d'un point de vue purement technique, pour monter des dossiers de candidature à des fonds européens. Je le vois là aussi quand je me déplace en province. Certains maires, et ce n'est pas étonnant, ça a été exactement le même problème dans un pays comme la France il y a 15 ou 20 ans. Je l'ai connu en tant que sous-préfet. Des maires se trouvent complètement désemparés face à la complexité de montage de dossiers européens. Donc, on a considéré qu'à partir du moment où la Roumanie était dans l'Union européenne, 2007, elle était dans l'Union européenne, elle remplissait tous les critères, donc elle était capable de se débrouiller toute seule, et l'aide technique qu'elle avait eue pendant la période de préadhésion a quitté la Roumanie. Je pense que ça a été vraiment une erreur, et donc pour répondre à votre question sur les solutions, il me semblerait très opportun de trouver par tous les moyens possibles, que ce soit au niveau européen ou dans le cadre de la coopération décentralisée ou avec la Banque mondiale, de remettre sur le terrain des assistants techniques qui puissent accompagner pour des périodes à prévoir les collectivités locales et même l'État dans le montage de projets financés par des fonds européens. Mais ça veut dire qu'il faudrait une masse de fonctionnaires européens pour aider à la... Non, c'est pas une masse parce que ça peut se faire avec peu de gens si on est au niveau régional. Regardez, je suis désolé de toujours comparer avec ce que je connais de mon métier de préfet. En France, on a mis au niveau des régions, dans les secrétariats généraux aux affaires régionales auprès des préfets de région, on a mis 2 ou 3 personnes qui étaient en charge des fonds européens et des dossiers de fonds européens parce que c'était complètement bloqué. Encore une fois, il y a 15 ans, la France, sur le FEDER, par exemple, elle devait être en fin d'enveloppe, elle devait être à 10 ou 15%. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est unique. Et on a réussi à débloquer les questions comme ça. Il faut aussi que ces experts forment des experts roumains. Enfin, il y a aussi un côté pédagogique qui doit être mis en place. Parlons un peu de politique, monsieur l'ambassadeur, lors de l'été torride politiquement que nous avons et connu. Aussi au niveau météo. Et au niveau météo, c'est vrai. Mais vous avez donné une interview dans laquelle vous disiez que ces événements peuvent être dommageables en termes d'impact et d'image, évidemment l'image de la Roumanie. Est-ce qu'après coup, vous pensez que cela a été dommageable et jusqu'à quel point ? Je pense que pour ceux qui connaissent la Roumanie, quand ils la connaissent, souvent ils l'aiment. Ces événements n'ont pas été, à mon sens, dommageables parce qu'ils font partie d'un psychodrame nouveau et qui a été suivi avec intérêt et compréhension. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mon sujet, il est sur l'image de la Roumanie à l'extérieur. Et je reviens toujours sur des choses à peu près basiques. Désolé de revenir au sujet économique, mais quand un grand groupe envisage un investissement à l'étranger d'ailleurs, qui, s'agissant de la France en Roumanie, sont en augmentation, et je m'en félicite. Donc, vous voyez, ça répond aussi aux soucis qu'on avait tout à l'heure des meilleures relations entre la France et la Roumanie. Donc l'objectif est atteint. Donc quand un grand groupe a un projet d'investissement à l'étranger, la décision, elle ne se prend pas en Roumanie, elle se prend à Paris ou au siège de ce groupe international s'il est en France. Eh bien, il y a souvent sur la table, et même pas souvent, toujours sur la table, plusieurs propositions alternatives. Et autant le représentant de ce groupe en Roumanie va défendre les intérêts de la Roumanie, et Dieu sait s'il y a des arguments pour le défendre en termes de marché interne, en termes de compétences, en termes de main-d'œuvre, etc. Autant le décideur final, à Paris, lui, ne va souvent avoir de la Roumanie que ce que la presse relate. Et malheureusement, au cours de cet été, la presse, y compris internationale, a relaté la crise politique. Et donc, au moment du choix, il y a des petites croix qui sont mises dans des cases, et s'il y a une petite croix risque
qui est considérée par le décideur comme étant plus importante en Roumanie qu'ailleurs, il choisira ailleurs. Donc voilà, c'est dans ce, on verra à l'avenir si ça a été dommageable, mais c'est ça mon vrai sujet, c'est que pour l'image de la Roumanie, c'est pas obligatoirement un aspect positif. Pour être diplomate. Pour être diplomate. Voilà. Nous sommes en pleine procédure de désignation des chefs du parquet général et du parquet du département anticorruption. La ministre de la Justice, Mona Pivniceru, est aujourd'hui à Bruxelles pour une rencontre avec Viviane Reding. La justice roumaine, comme on le sait, fait toujours l'objet d'une surveillance accrue de la part de Bruxelles. Justement, quelles sont vos attentes dans ce domaine ? D'abord, moi, je crois que sur un sujet aussi sensible que celui de la justice, il faut être extrêmement humble. La justice des grands pays occidentaux, elle s'est construite au cours de centaines, voire de milliers d'années. Et c'est pas achevé. Et ce n'est jamais achevé. Ce n'est jamais un processus qui est achevé. La Roumanie connaît aujourd'hui ce que d'autres pays européens ont connu, y compris d'ailleurs la France, et où on a vraiment l'émergence avec des événements qui ont quand même marqué, je crois, le paysage judiciaire au cours des derniers mois. Je pense en particulier, je veux dire très clairement, l'incarcération d'un ancien Premier ministre, qui font que cette justice a le sentiment, là aujourd'hui, d'avoir un vrai pouvoir et de pouvoir travailler en indépendance. Et c'est très bien ainsi, c'est ce que réclament les partenaires européens de la Roumanie. Dans le même temps, on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire ce pouvoir doit être naturellement indépendant, et il doit l'être, il doit le maintenir, il doit renforcer cette indépendance, mais pour le coup, il ne doit pas passer de l'autre côté du cheval, comme on dit en français, et user de ce pouvoir au-delà des autres pouvoirs qui doivent exister, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, qui chacun doivent contribuer en bout de course à l'équilibre d'un état de droit. Donc c'est cette recherche permanente d'équilibre qui est en cours en Roumanie, mais qui est en cours aussi dans d'autres pays, hein. Pas besoin faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant mon Dieu, il n'y a qu'en Roumanie que ça se passe. Hein. Mais d'autre part, vous dites qu'il faut être humble, mais voilà, il y a parmi vos collègues certains qui ont réagi très vivement à ce qui s'est passé, et même avec ce qui se passe avec la justice roumaine. Écoutez, moi franchement, dans ce domaine-là, il faut avoir des exigences, et ces exigences, elles sont essentiellement dues à des canons européens, parce que nous appartenons à une grande famille qui doit se définir des règles et qui doit faire en sorte que ses enfants les respectent, mais je ne suis pas donneur de leçons. Parce que je trouverai dans chacun des pays qui sont susceptibles d'avoir des critiques, un passé parfois pas très 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 ancien, où on pouvait dire exactement la même chose. Donc voilà, je le répète, humilité, on ne donne pas de leçons, mais on est par contre extrêmement vigilant et on n'accepte pas les dérives et les dérapages. Et aujourd'hui, c'est l'attitude de la France, et on laisse à ceux qui sont compétents pour dire le droit, je pense que la Commission européenne est tout à fait dans son rôle, ce rôle-là, et elle le fait très bien. La corruption, pour vous, ça occupe quel espace dans votre, dans votre agenda, dans vos préoccupations, parce que c'est l'un des sujets récurrents qui interviennent quand on parle de la Roumanie. On parle souvent de la corruption. Ça, c'est lors de mes déplacements, je rencontre systématiquement la communauté d'affaires française, et c'est là. Pas la première, mais la deuxième ou la troisième question que je leur pose. En tout cas, ce que je leur pose toujours comme question, c'est de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez. C'est pas la corruption qui me met en premier. Première difficulté, vous savez, c'est quoi ? Les problèmes administratifs ? Non, même pas. C'est la formation. C'est la formation. C'est-à-dire, ils ont des difficultés à trouver en particulier des techniciens qui soient en adéquation avec leurs attentes. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, oui, ce sont les difficultés administratives. Et de ces difficultés administratives peut naître parfois, et je fais quand même une grande différence entre les grands groupes et les PME, les questions de corruption. Mais ce n'est pas l'élément, moi je pensais, avec tout ce qu'on me disait, que ce serait l'élément premier qui serait mis en avant. Non, c'est pas celui-là. Mais quelle est la différence ? En bout de course, quand même, je réponds à votre question, c'est naturellement là un sujet où il ne faut rien accepter, rien
transiger en Roumanie comme dans les autres pays. Parce que là aussi, revoyons, je suis désolé, je suis un peu historien, revoyons un peu l'histoire de nos différents pays, y compris actuels. Hein. Il y a des affaires de corruption, malheureusement, aujourd'hui, dans des pays comme la France. Quand vous dites qu'il y a une différence entre les PME et les grands groupes, la différence est où ? La différence est essentiellement dans le fait que les grands groupes ont une surface suffisante pour se présenter face à ceux qui seraient susceptibles ou qui auraient l'idée de corrompre d'une manière ou d'une autre, pour dire nous avons des contrôles internes et externes qui nous interdisent de manger ce pain-là. Et nous avons on a la surface derrière pour dire non. Et si nous disons non, le marché ne se fera pas et donc derrière ça ne pourra pas continuer. Je crois que c'est la grande différence avec une PME. Une PME souvent, c'est quelqu'un par construction qui est souvent seul, un chef d'entreprise avec une toute petite équipe, souvent isolé, y compris géographiquement. Je rencontre des PME lors de mes pérégrinations en Roumanie et là c'est vrai que la fragilité est quand même un petit peu plus importante. Et donc c'est dans mes préoccupations, c'est un de mes soucis d'aider aussi ces PME par solidarité, grâce aussi au travail exceptionnel que font notre réseau d'entreprises françaises en Roumanie pour créer, via en particulier la Chambre franco-roumaine de commerce et d'industrie, et d'agriculture, faut pas oublier, d'avoir cette solidarité pour travailler avec ces petites entreprises, pour pouvoir leur apporter aussi certaines clés qu'ils n'ont pas obligatoirement, surtout quand il s'agit de primo-arrivants qui découvrent la Roumanie. On ne peut pas s'approcher de la fin de cette interview sans vous poser une question sur Schengen, qui est devenu l'obsession nationale depuis... Vous le croyez, c'est l'obsession nationale surtout des journalistes, comme les Roms. Voilà, c'est sans doute, voilà. Mais justement, comme c'est une obsession journalistique, voilà, c'est la mienne, je l'assume. Quand vous pensez que cette adhésion aura lieu ? Moi, je répète toujours la même chose sur ce sujet. La position de la France n'a pas changé, mais la France n'est pas seule. Voilà, donc le calendrier sera défini par l'ensemble des pays européens qui ont à connaître de ce sujet. Donc vous le savez, je lis, et d'ailleurs nous parlons beaucoup avec nos collègues ambassadeurs ici. Vous inquiétez pas, voilà, c'est les discussions d'ambassadeurs, c'est comme les discussions de journalistes, et je lis ce que les uns et les autres rapportent, et donc on essaie de trouver un équilibre avec moi le souhait qu'il n'y ait pas, qu'il y ait une décision qui soit la plus rapide possible, naturellement, mais qu'elle ne soit pas dans une situation d'exclure. J'ai entendu encore les déclarations de personnalités politiques allemandes. Il faut faire attention en tout cas sur ce sujet épidermique, qui relève aussi beaucoup de la politique interne, parce que si c'est une obsession des journalistes, c'est qu'il relève aussi derrière des préoccupations. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'on arrive à une réponse, quelle qu'elle soit, sur ce sujet la plus rapide possible. Et terminons, je vous propose par une autre obsession. Je pense que nous la partageons, celle de la francophonie. Oui. Lors de vos déplacements, lors de votre séjour à Bucarest. Comment vous la sentez en Roumanie ? Écoutez, moi d'abord, je pense qu'il y a peu de pays en Europe où un ambassadeur organisant une réception pour le 14 juillet ait l'honneur de recevoir le président intérimaire, le Premier ministre, 32 ministres et secrétaires d'État, qui font l'honneur de venir d'abord à l'ambassade de France pour la fête nationale, et qui tous, à minima, comprennent le français et s'expriment en français. Ça, c'est une réalité. La Roumanie est un pays francophone et il faut donner, parce que ça je le rencontre chaque jour dans mes échanges, je comprends suffisamment le roumain aujourd'hui pour pouvoir échanger avec des personnalités qui ont toutes ou presque appris le français, à une exception près. Vous voyez, en 7 mois et quelques jours, j'ai toujours eu ces entretiens en français et en roumain. Mon interlocuteur parle roumain, je lui réponds en français et nous comprenons très bien. Ce qui veut dire que au quotidien, il faut utiliser chaque occasion, vraiment, pour s'exprimer en français, échanger en français, parce que au début de l'entretien que j'ai avec mes interlocuteurs, ils me disent « Oui, j'ai appris le français, mais je n'ai pas l'occasion de le pratiquer. » Eh bien, pratiquons-le.
pratiquons-le et n'ayons pas peur de le pratiquer et ne passons pas, c'est pas une guerre que je lance contre quelconque autre grande langue, si tant est qu'il y ait des grandes ou des petites langues, mais c'est vivons cette francophonie autant que faire se peut, exprimons-nous en français, n'ayons pas honte de parler français, réfléchissons chaque fois avant d'ouvrir la bouche si les gens avec qui on parle, nous pouvons nous comprendre en français ou s'il faut passer par une langue tierce pour les uns et pour les autres, ce qui est quand même un peu idiot. Donc voilà, moi j'essaye, alors je sais que je suis un peu obsessionnel là-dessus, de faire vivre cette francophonie. Et puis, dernier élément qui me semble extrêmement important, c'est que cette francophonie, elle est aujourd'hui vivace, en ce sens qu'on n'a jamais eu autant d'apprenants de la langue française. Il y a peut-être, et c'est ma théorie, un grand décalage qui s'est créé au fil du temps, mais c'est valable aussi pour les autres langues, entre la langue et la culture. Et qu'aujourd'hui, la jeune génération est plus dans une logique de zapping à apprendre une langue pour avoir un côté très opérationnel de communication ou dans un souci professionnel que de s'imprégner derrière de la culture qui est inhérente à cette langue. Et ça, voilà, ce maillon, il manque. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que une des options, et ça va être d'ailleurs un des points phares des fêtes de la francophonie du mois de mars prochain, c'est qu'il faut montrer à quel point la diversité culturelle liée à la langue française, donc dans le cadre de la francophonie, est importante. Et nous mettrons l'accent côté France l'année prochaine au mois de mars sur tout ce qui est culture africaine, sur le théâtre, sur la musique, etc., pour montrer, encore une fois, que la clé de la langue française permet d'ouvrir des tas de portes culturelles. Et ça, c'est très important pour notre jeune public aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir.